Allez, on y va. Je commence? Oui. Je commence? Oui. Bon, ben, bonjour à tous. Bonjour Sally et Chedlia en particulier. On est réunis pour un moment important sur le code de déontologie de l'ICOM. Alors, avant de vous dire un petit mot d'introduction, je précise pour tous ceux qui sont là que cette session-là est enregistrée, donc si vous n'acceptez pas d'être enregistré, dites-le nous, et que l'enregistrement sera mis en ligne sur notre site internet juste après cette réunion. Donc, faites savoir à ceux qui vous entourent qui pourront, s'ils le souhaitent, réécouter cette très importante session. Je voulais, avant de passer la parole à Sally et à Chedlia, d'abord vous remercier, Sally et Chedlia, d'avoir proposé cette session francophone et vous dire pourquoi je la trouve aussi importante et pourquoi on a vraiment accepté à Ecom France d'être de l'ouvrir et de l'enregistrer et de l'organiser. D'abord, j'ai envie de rappeler que notre organisation fête ses 3/4 de siècle et que, loin de vieillir et de s'amenuiser, elle est de plus en plus vigoureuse, ne cesse de croître en nombre de membres et en nombre de pays. À quoi devons-nous cette vitalité presque exceptionnelle? Moi, je crois à deux choses. D'abord, au fait qu'on est une organisation professionnelle et ensuite au fait que nous sommes une organisation multiculturelle. Et je vais dire deux mots sur ces deux points. On est une organisation professionnelle. Ça veut dire que nous savons, parce que nous sommes des professionnels, quelles sont nos missions et à quels obstacles nous avons à faire face pour les remplir. Nous savons qu'il y a des règles à respecter et quelles pressions nous pouvons rencontrer pour cela. Nous savons que nos collections sont richesses et pour cela convoitées, mais qu'elles sont aussi des témoins essentiels, parfois menacés, quand on veut estomper la mémoire. Le code de déontologie de l'ICOM parle de cela, parle de ces risques, parle de la difficulté parfois d'exercer le métier. Il fixe des obligations à respecter par nous-mêmes et par nos autorités. Nous sommes aussi une organisation multiculturelle et multilingue, et cette session francophone le prouve. Je veux rappeler au passage mon combat en faveur du multilinguisme, car le multilinguisme, c'est la possibilité, c'est la seule possibilité d'ouvrir la pensée à toutes les cultures. Nos musées sont en telle mutation que nous avons besoin d'un langage riche et renouvelé pour concevoir son devenir. Penser avec justesse et finesse nécessite une langue qui est familière, dont on connaît la variété de chaque mot, dont on maîtrise pleinement la syntaxe qui leur donne sens. Et notre code de déontologie, c'est l'expérience la plus éclatante de notre capacité à agir le multilinguisme. Il est traduit en 37 langues. C'est pour cela, c'est grâce à cela qu'il est notre bien le plus partagé. Notre code de déontologie place très haut la barre des compétences requises, du soin à apporter aux collections, des exigences comportementales de chacun. En adhérant à ICOM, chaque membre fait serment de s'y conformer. Le lire donne une haute idée de notre métier, le faire lire à nos dirigeants leur impose leur respect. Le code permet à chacun d'être l'avocat de son professionnalisme, c'est notre loi commune, c'est notre culture partagée, c'est notre soutien le plus sûr. L'actualiser est notre obligation, notre ardente obligation, notre responsabilité. Vous y êtes invités aujourd'hui et je vous engage vivement à y œuvrer. Je passe maintenant la parole à Sally pour qu'elle s'adresse à Sally, qui est présidente du comité EDCOM d'actualisation du code de déontologie, qui va s'adresser à vous en anglais. Chedlia et moi, ou Chedlia plutôt du coup, traduira le message de Sally. Je trouve important que nous entendions Sally et ensuite Chedlia va présenter les éléments qui permettent de participer à cette actualisation du code de déontologie. Je vous remercie. Sally. Thank you. Thank you. And thank you, Juliette, and ICOM France for Est-ce qu'on peut lancer le diaporama? Je l'ai en anglais.
I want to have the slides. Oh, okay. Anne-Claude avait dit qu'elle partagerait, moi je ne sais pas partager. Okay. Voilà. Great. Très bien. Okay. Thank you. And thank you to Juliette Raoul Duval for organizing this event. And also thank you to ICOM France. ETHCOM wants to make the Francophone world aware of the revision of the Code of Ethics and to ensure that everyone can participate in the process of the revision. Next slide. The Code of Ethics is the cornerstone of ICOM. It expresses the values and the ethical principles that define the museum profession worldwide. As you will hear from my ETHCOM colleague, Shedlia, the Standing Committee on Ethics, or ETHCOM, is beginning to revise the Code of Ethics. And it's very important to us that we have as much participation as possible. Your participation is important because we want the code, the revised code, to reflect contemporary concerns and to be up to date. The process will involve 4 consultations. The first consultation, which was in 2021, told us that there was a need to revise the Code of Ethics and made suggestions about what needed to be changed. The second one is going on now and will close on October 31st. There will be 2 additional consultations next year as we develop an outline and then a draft of the new code. Your participation is critical in each of these stages to help us ensure that the code is up to date and can continue to guide us into the future. You can participate by speaking up at this webinar, also by filling out the survey form on the ETHCOM page on MemberSpace on the ICOM website, and finally through emails to ethics@icom.museum. We pay attention to all suggestions and incorporate them as much as we can into the revised code. Again, thank you very much for being here today, and we look forward to hearing from you. I'll pass the session now on to my colleague Shedlia. Alors, je traduis ce que Sally vient de dire. Elle insiste sur le fait que le code de déontologie actuellement nécessite une révision, qu'il est en train, que nous sommes en train de faire cette révision, que votre participation est particulièrement importante et que nous comptons sur vous afin que vous donniez le plus de commentaires, de propositions, afin que ce code soit par la suite le plus représentatif possible de la vie de tous les membres de l'ICOM. Elle a également parlé de notre processus en présentant le fait que nous avons eu une première, une deuxième consultation, mais nous en aurons 2 autres. Je vais le détailler par la suite. Elle insiste sur notre participation. Votre participation peut se faire à travers la page officielle de l'ICOM, à travers l'espacement, mais également à travers un mail que vous allez voir apparaître à la fin du diaporama, mais également tout simplement par mail si vous voulez envoyer à Sally, à moi-même ou à d'autres personnes qui sont en contact avec nous. Nous insistons, elle insiste beaucoup sur le fait que toutes les propositions doivent nous parvenir afin que ce code soit la représentation de tous vos commentaires, de toute votre réflexion, de toute votre vision du prochain code qui va être révisé et afin qu'il soit par la suite adopté par tous les membres de l'ICOM et qu'il sera représentatif de toutes vos propositions et de vos réflexions. Alors, je prends le relais et je vais vous parler tout d'abord du code de déontologie de l'ICOM pour les musées.
Comme nous le savons tous, il a été adopté pour la première fois à la 15e Assemblée générale de l'ICOM en Argentine le 4 novembre 1986. Il s'appelait à l'époque le Code de déontologie de l'ICOM. Il a été modifié par la 20e Assemblée générale de l'ICOM en Espagne le 6 juillet 2001, et c'est là où il a eu l'intitulé du Code de déontologie de l'ICOM pour les musées. Il a été par la suite révisé à la 21e Assemblée générale de l'ICOM à Séoul, le 8 octobre 2004. Depuis, il n'a pas du tout été ni touché, ni révisé depuis donc à peu près une vingtaine d'années. Et comme l'a bien dit Juliette, le code, c'est vraiment l'outil et le document que nous partageons le plus, qui nous réunit le plus. C'est plus qu'une pierre angulaire, c'est vraiment un ciment entre tous les professionnels du musée qui nous permet d'avoir les mêmes valeurs, de travailler dans les musées avec les mêmes principes, respectant les mêmes caractéristiques de tout ce que nous faisons à l'intérieur de nos musées. Il a été traduit jusque-là en 36 langues et au départ, il est toujours traduit dans les 3 principales langues, le français, l'anglais et l'espagnol, mais depuis la dernière édition du Code de déontologie de l'ICOM pour les musées, il a été traduit en 36 langues, dont le swahili, qui est la dernière, je crois, traduction qui a été faite. S'il vous plaît, voilà. Alors, le Code de déontologie de l'ICOM pour les musées, vous le voyez, c'est un code, donc ce sont une série de droits et de devoirs, de principes, de valeurs que les professionnels des musées doivent appliquer, doivent respecter pour effectuer un travail. Non, c'est là, voilà. Donc, pour effectuer un travail, disons, dans les meilleures conditions au sein des musées. Le code de déontologie, comme vous le savez, est constitué de 8 principes. Chaque principe est détaillé en plusieurs articles. Ça varie de 26 à 2 articles par principe. Là aussi, nous allons en discuter. Il encourage la reconnaissance et le partage des valeurs communes. Donc, nous avons intérêt à non seulement reconnaître ces principes, mais également à travailler et à partager ces valeurs avec l'ensemble des membres de l'ICOM. C'est un document de référence pour l'ensemble des professionnels du musée dans le monde. Nous le voyons à différents niveaux, par exemple au niveau des acquisitions. C'est un code qui nous donne des balises pour l'acquisition des collections, pour le suivi, pour l'identification du parcours et de la transparence de ces acquisitions. Également, il nous donne des valeurs et des principes concernant notre attitude et notre respect des professionnels et du personnel avec qui nous travaillons. Également avec la société dans laquelle le musée évolue, avec tous nos partenaires, avec toutes les institutions patrimoniales, qu'elles soient nationales ou internationales. C'est donc un document de référence pour l'ensemble de toutes les personnes qui travaillent avec les musées, dans le musée et en rapport avec les musées. C'est un code de déontologie qui, on peut dire, c'est vraiment le document par excellence à l'intérieur de l'ICOM qu'on peut dire qu'il est appliqué à l'échelle mondiale. Et nous savons tous que lorsque nous acceptons d'adhérer à l'ICOM, nous nous engageons à accepter et à respecter les principes du code de déontologie de l'ICOM. La prochaine, s'il vous plaît. Alors, maintenant, je voudrais vous parler de l'ETCOM. L'ETCOM, c'est le comité permanent qui s'occupe de l'éthique. C'est un comité dont les membres, actuellement, nous sommes 13 membres, nous avons été nommés par le président et approuvés par le conseil exécutif. Nous représentons à peu près toutes les régions qui sont représentées à l'intérieur de l'ICOM. Nous essayons d'avoir également certaines cultures et une diversification au niveau des cultures et au niveau de la langue.
Cela est surtout important au moment de la traduction et de la rédaction du code. Alors, le rôle de EDCOM, c'est de tout d'abord contrôler à ce que les musées appliquent, les membres des musées qui sont membres de l'EDCOM appliquent les principes et les valeurs du code de déontologie. L'EDCOM recommande également, à chaque fois qu'il est nécessaire, de faire des changements et le reporte au conseil d'administration. Nous savons qu'à certaines périodes, il y a des événements qui surviennent et pour lesquels il y a un nouvel environnement qui se crée, de nouveaux disons, problèmes qui surgissent et nous essayons à ce moment-là de recommander des changements qui pourraient répondre à ces nouvelles situations. L'EDCOM conseille également sur les questions d'éthique. Nous sommes parfois sollicités par des membres de l'EDCOM, soit individuellement, soit les musées qui ont un problème d'éthique, soit avec un autre musée, soit avec un partenaire. Et nous essayons de régler ces problèmes d'une manière, disons, amicale, d'une manière… nous ne sommes pas, le code n'est pas une loi. Donc, ce que nous faisons, c'est conseiller, trouver des solutions à l'amiable. Parfois, il y a des sanctions qui peuvent être prises si la situation ne correspond plus au respect du statut de l'ICOM. Nous reportons au conseil exécutif qui, lui, peut statuer à ce moment-là. Nous menons également des réflexions concernant certaines questions qui peuvent apparaître, par exemple, des conflits. Par exemple, au moment de la pandémie, nous savons qu'il y a eu beaucoup de problèmes qui sont apparus et nous essayons, grâce à l'apparition de ces problèmes, d'avoir en tête toutes ces nouvelles situations et d'essayer de les intégrer dans le nouveau code de déontologie. Nous créons également des outils au service de la communauté muséale. Au cours de l'année 2021, nous en avons créé 3. Un petit guide de quelques pages sur les meilleures pratiques, comment aborder les bailleurs de fonds, comment accepter des financements externes. Un second outil qui était celui des acquisitions, donc s'assurer, bien identifier les collections que le musée doit acheter ou doit acquérir, avoir toute la traçabilité concernant ces collections. Également, nous avons un petit guide que nous avons fait sur la manière de se démettre, de retirer un objet des collections du musée avec des principes et des valeurs qu'il faut absolument respecter. Nous savons qu'à l'occasion de l'Assemblée générale de Kyoto, à l'occasion de particulièrement de la définition, du vote de la définition à l'époque, en 2019, il y a eu beaucoup de problèmes qui ont surgi. Il y a eu énormément de débats, de discussions sur la définition, mais également sur beaucoup de problèmes qui étaient apparus et qui ont fait surface à cette époque. Et EDCOM avait à l'époque recommandé au Conseil exécutif qu'il était temps peut-être de réviser le code de déontologie. La prochaine, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons accompli à EDCOM jusqu'à présent? Le processus de révision a débuté en 2021. Auparavant, nous étions déjà un groupe, mais nous n'avons pas beaucoup travaillé parce que nous essayons de trouver une méthodologie et de discuter entre nous sur la façon d'aborder ce projet qui est assez compliqué, qui n'a rien à voir avec la définition du musée. Alors, ce que nous avons fait de janvier à mai 2021, nous avons lancé une première consultation. On peut dire plutôt une enquête auprès des… Alors, je voudrais souligner que tout ce que nous faisons, nous le diffusons par mail, nous le diffusons auprès des comités nationaux, des comités internationaux, des alliances régionales et des organisations affiliées. Je ne le répète pas, mais c'est un acquis. Si vous voulez, c'est par défaut que nous faisons cette communication auprès de tous ces organes de l'ICOM. Donc, la première consultation ou enquête a été faite de janvier à mai 2021. C'était beaucoup plus. On a demandé aux membres de l'ICOM, est-ce qu'ils avaient déjà travaillé sur le code de déontologie? Est-ce qu'il y a eu des publications, des études, des débats au sein de leur comité à propos du code de déontologie? Si c'était le cas,
est-ce qu'ils pouvaient nous envoyer ces études que nous avons mis dans l'espace membre de la page officielle de l'ICOM. Il y a eu une évaluation et une analyse des résultats de cette première consultation. Je l'avoue, elle n'a pas été les propositions et les réponses n'ont pas été très nombreuses. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, la définition du musée prenait et concentrait toute l'attention des membres, mais les propositions que nous avons eues, et vous le verrez par la suite, sont extrêmement importantes et extrêmement intéressantes. Par la suite, donc, il y a eu une évaluation, une analyse de ces résultats, même s'ils n'étaient pas nombreux, mais qualitativement, ce sont des propositions et des résultats qui, pour nous, sont excessivement importants. Nous avons entamé une deuxième consultation. Au début, on l'avait prévu pour mars-avril 2022, mais un grand nombre de membres nous avaient demandé de reculer cette échéance jusqu'à après Prague et qu'on ait le vote de la nouvelle définition, ce qui était judicieux parce que dans la nouvelle définition, il y avait certains concepts qui sont apparus qui pourraient être maintenant inclus dans le code de déontologie. Cette deuxième consultation, même si elle n'a pas été très importante, d'abord, il y a eu une analyse qui est faite par une consultante externe qui a conforté les premières propositions faites par la consultation 1. Il y a eu également à Prague une table ronde qui a été organisée et nous avons eu quelques propositions. Les membres de ESCOM qui étaient présents à Prague ont pu approcher les membres de l'ICOM et ont discuté avec eux et ont pu avoir des propositions également à travers les membres présents. Donc, ce qui fait qu'actuellement, nous avons décidé de rallonger, si vous voulez, le délai de la consultation 2 en insistant et en vous suppliant de bien participer à cette consultation 2 qui existe sur l'espace membre et s'il y a le moindre problème, nous sommes là, vous pouvez nous écrire et nous demander comment accéder à cet espace et à ce questionnaire. Je vais vous le montrer par la suite. Donc actuellement, le délai est retardé jusqu'au 31 octobre 2022. Donc, vous avez un mois encore pour répondre à cette consultation. Voilà, l'ESCOM s'engage à suivre un processus de révision démocratique et transparent puisque nous essayons d'atteindre le maximum de membres à travers les différents organes de l'ESCOM. La suivante. Alors, là, je voudrais vous montrer ce qu'était la première consultation pour ceux qui n'ont pas participé à cette première consultation. Donc, la première question, c'était demander au comité s'ils ont effectué, comme je vous l'ai dit, des projets, des publications, des études, des discussions au sein de leur comité à propos du code. Nous avons reçu, et vous les verrez dans l'espace membre, plusieurs publications de différents comités à travers, un peu vraiment à travers le monde, et qui ont soulevé des problèmes très particuliers et très pertinents. La deuxième question était un peu d'ordre général. Je vous dis, ce n'était pas tellement un questionnaire, mais beaucoup plus une enquête auprès des membres, où on leur a demandé est-ce que le code de déontologie doit être révisé, est-ce qu'il y a des principes qui doivent être révisés, qui doivent être supprimés, et surtout, est-ce que vous pouvez identifier des concepts et des principes qui manquent actuellement au code et qu'on pourrait rajouter dans la nouvelle rédaction du code de déontologie. La suivante, s'il vous plaît. Alors, ça, ce sont les résultats de la première consultation. Comme vous voyez, ça, c'est un choix, mais il y en a plus. Vous pouvez les trouver sur toujours l'espace membre. Alors, ce que vous voyez en gras, à part les titres, ce sont les concepts nouveaux qui n'existaient pas dans le code actuel de déontologie et qui sont apparus au moment des propositions des membres. Alors, bon, je ne vais pas m'attarder sur les anciens principes comme l'intégrité des institutions et l'indépendance des musées, qui est un principe qui existe dans l'actuel code, mais les membres voudraient qu'il y ait un peu plus, disons, de développement de ces notions, expliquer un peu mieux et disons, avec un peu plus d'insistance sur ces concepts.
l'impact, surtout l'impact du sponsoring et de la collecte de fonds sur le musée, et bien sûr qui est relié à l'indépendance des musées et à la politique des musées. Le thème de la durabilité qui est actuellement assez tendance, donc auparavant, par le passé, nous parlions essentiellement du développement durable concernant l'environnement. Ce qui est apparu dans les propositions, c'est la durabilité au niveau social, au niveau financier, c'est-à-dire que même lorsqu'on développe des projets, des activités, il faudrait s'assurer qu'elles soient durables dans le temps, non plus des activités ponctuelles. Il y aura toujours des activités ponctuelles, mais pensez également à trouver des projets qui seraient à long terme et qui impliqueraient beaucoup plus le social et le financier. Ce sont des concepts qui, je pense, sont apparus particulièrement au moment de la pandémie et donc qui doivent être rajoutés, qui ont été confortés et proposés lors des deux consultations. Dans la première, mais c'est revenu également dans la deuxième consultation. Alors, en ce qui concerne les collections, le problème de la propriété et de la gestion propriété, et là, je voudrais remercier Juliette pour la journée du 23 septembre qui a été très, très enrichissante, je pense, pour tous les membres, mais également pour nous, qui nous a confortés dans cette optique nouvelle des collections. Et ce qui est apparu vraiment d'une manière très forte et avec beaucoup d'insistance, c'est les notions de rapatriement, restitution et décolonisation. Est-ce que nous devons faire un principe en particulier concernant ces trois nouveaux concepts ou les intégrer dans un principe déjà existant? L'autre proposition, c'est concernant l'éducation, bien sûr, insister sur l'accessibilité et l'égalité d'accès au patrimoine pour tous, mais également, ce qui est apparu beaucoup plus, et ça nous l'avons vu même au niveau de la définition du musée, c'est la responsabilité sociale, c'est intégrer la diversité. Comme nous le savons actuellement, il y a des communautés culturelles qui se trouvent dans des pays soit par immigration normale, disons légale, ou par immigration illégale. Donc, ce sont des communautés culturelles qui existent et qui parfois restent en marge. Et le musée a une responsabilité de les inclure, de les écouter, d'établir un dialogue et de les intégrer peut-être dans ces activités et écouter peut-être des activités qu'ils peuvent proposer. C'est aussi le rôle éducatif que le musée peut avoir. Alors, un nouveau principe n'existait pas du tout. Tous ces principes que je viens d'énumérer existaient plus ou moins, soit en filigrane, soit bien étudiés dans le code de déontologie. Mais ce qui est apparu comme un nouveau principe ou un nouveau concept, disons, je ne sais pas si ça va être élevé au niveau d'un principe, c'est le musée numérique. Ce n'est pas le musée virtuel, mais le musée numérique, c'est-à-dire la numérisation des collections. Et tout ce que cela implique, avec l'impact de l'utilisation de l'application des nouvelles technologies, la numérisation des collections et les droits d'auteur, parce que, comme nous le savons, la numérisation, même si elle se fait d'une manière totale au sein d'un musée, elle ne peut pas être accessible à tous, à tout le niveau de public. Il doit y avoir des niveaux d'accès, car nous savons qu'il y a des collections qui sont inédites, qui n'ont jamais été étudiées. On ne peut pas les proposer à tout le monde. Ce sont des collections qui peuvent être accessibles aux chercheurs, aux étudiants qui les étudient, et il y aura d'autres niveaux d'accès pour un autre type de public et pour, disons, on peut multiplier les niveaux d'accès avec l'importance des collections que nous avons et essentiellement exiger des droits d'auteur parce qu'actuellement, il y a un peu de tout et de n'importe quoi qui se fait. Donc, avoir des principes, des valeurs, que ce soit pour le musée, et partager cela afin que ce soit respecté par tous. La prochaine. Alors, la question de la deuxième consultation, c'est celle que je vous demande vraiment à laquelle je vous demande de répondre.
Alors, il y a deux questions. La première question, est-ce que le code de déontologie doit être révisé? Vous allez répondre par oui, par non. Si vous voulez rajouter une toute petite phrase expliquant pourquoi, est-ce que c'est vieux, c'est obsolète, ça ne répond plus à la situation actuelle, économique, sociale et patrimoniale également. Donc, juste une petite question. Ensuite, vous allez avoir la même question, mais pour chaque principe. Donc, vous allez avoir donc le questionnaire va vous sembler long. Il est effectivement long, mais vous pouvez répondre, c'est-à-dire le questionnaire, vous pouvez y répondre en 10 minutes. Ça ne vous prendra pas plus que ça. Donc, par exemple, je prends le principe 2 sur lequel je travaille. Est-ce que le principe 2 doit demeurer tel quel? Si oui, sinon, pourquoi? Si vous dites oui, pourquoi? Et si vous dites non, pourquoi? Toujours avec une petite phrase, quelques mots, des mots-clés, ça peut nous servir et ça pourra traduire votre proposition et votre réflexion. La deuxième question, ce serait le principe doit-il être révisé ou supprimé? Également, pourquoi et de quelle façon? Là aussi, vous pouvez écrire 2-3 phrases pour nous expliquer votre pensée, votre vision de ce nouveau principe. La troisième, c'est est-ce qu'il y a un concept ou un principe qui manque actuellement, lequel, si vous pouvez l'identifier, afin que nous puissions le rajouter. Donc, tout cela, toutes ces questions, enfin, les quelques réponses que nous avons eues nous sont parvenues des membres des comités nationaux, internationaux, des organisations régionales et des organisations affiliées, qui ont commenté, qui ont complété les suggestions, qui ont été reçues par notre première enquête. Il y a énormément, même si lors de la première consultation, nous n'avons pas eu une quantité énorme de réponses et de propositions, lors de la deuxième consultation, ce sont les mêmes propositions qui nous sont parvenues. Donc, ça nous conforte sur le fait que les propositions sont générales, la réflexion est la même, parfois un peu différente, mais ce sont toujours les mêmes principes qui reviennent, les mêmes valeurs, les mêmes attentes également de certaines réflexions dans la révision de ce nouveau code. La prochaine. Alors, après ICOM Prague, je vous avoue que nous avions prévu qu'à Prague, nous aurions un brouillon de code que nous aurions proposé à Prague. Mais tout d'abord, il y a eu, bien sûr, les membres eux-mêmes nous ont demandé de ne pas trop nous avancer et d'attendre que la définition du musée soit votée pour que, de toute façon, la définition du musée va être incluse dans le code de déontologie. Et puis, nous nous sommes rendus compte que également nous n'avions pas assez de temps, nous n'avions pas assez de propositions pour entamer une nouvelle rédaction. Ce qui est bien, c'est que nous avons, après, au cours de la conférence de Prague, nous avons pu réunir beaucoup plus d'informations qui ont découlé tout d'abord de la discussion de la nouvelle définition qui a été votée, du texte même de la nouvelle définition, puisque nous ne savions pas, disons, quels allaient être les nouveaux concepts qui allaient y apparaître, et également les propositions apparues au moment de la table ronde et au moment avec les membres de ESCOM qui étaient présents à Prague. Nous avons donc identifié toutes les propositions, tous les concepts nouveaux qui nous ont été proposés, et même pour les principes et les concepts qui existent actuellement, nous avons pu déterminer quels sont les concepts que les membres voulaient voir un peu plus développés ou qu'on insiste un peu plus sur ces concepts. La prochaine, s'il vous plaît. Alors, donc la prochaine étape pour nous, ça va être d'intégrer, de lister toutes les propositions qui nous ont été faites, que ce soit à travers des consultations ou après Prague, de les lister. Nous nous sommes constitués en petits groupes, donc chaque groupe va s'occuper de 2 principes, essayer de lister les propositions, essayer de les intégrer, chaque proposition, dans le principe qui lui revient. Nous allons essayer par la suite de refaire une réunion générale pour voir s'il n'y a pas de duplicata
ou afin que disons, rédaction et notre vérification soient harmonieuses. Et nous allons effectuer à ce moment-là une autre consultation auprès des membres avec un texte plus ou moins rédigé, mais disons ce n'est pas une version définitive, harmoniser cette rédaction, peut-être qu'on constituera un petit comité juste pour la rédaction. Nous allons bien sûr proposer le texte aux membres pour approbation. Commentaire, la suivante s'il vous plaît. Voilà, donc ça, je vous expose notre méthodologie. Les premiers 4 principes, c'est ceux dont je vous ai parlé, la consultation 1 et 2. Et après, donc, on va restructurer le code dans cette nouvelle version avec les propositions que nous allons intégrer. Nous allons revoir également le préambule. Et donc, ça va être une révision thématique des principes, comme je vous l'ai dit, en incluant les nouvelles propositions, en essayant de réunir toutes les propositions qui concernent le même principe sans qu'il y ait des duplicata. Il y aura donc une troisième consultation sur un texte déjà un peu élaboré. On traitera tous ces principes. Nous accueillerons vos propositions, vos commentaires sur cette première rédaction du code. Il y aura également une 4e consultation où on aura intégré des propositions qui nous sont parvenues sur le texte rédigé. Puis, nous aurons un texte qui pourra être voté et dont l'édition révisée pourra être approuvée et par la suite traduite. Voilà, la dernière, s'il vous plaît. Voilà, nous vous remercie pour votre attention. Nous comptons vraiment beaucoup sur vous, sur votre participation. Il y a là un mail et un site sur lequel vous pouvez nous envoyer vos propositions. Et nous sommes tous, que ce soit Sally, moi-même, toutes les personnes qui nous entourent, nous sommes là pour vous écouter, pour vous expliquer comment arriver jusqu'au questionnaire. Peut-être vous l'envoyer même afin que vous puissiez participer à cette révision du code. Merci beaucoup. Excusez-moi si j'ai perdu. Voilà. Merci Chélia. Merci. Alors, cette présentation était vraiment très complète, très riche. Et je crois que tu poses clairement à la fois la méthode et les attentes à l'égard de la révision du code de déontologie. J'entends, mais peut-être que c'est mes oreilles c'est parce que j'ai envie de l'entendre, que cette réunion que nous avons aujourd'hui, au-delà d'une réunion d'information sur l'état d'avancement de la révision du code de déontologie, elle est un peu un appel elle est un peu un appel à la mobilisation. C'est-à-dire qu'on voit bien, si j'ai bien compris, que le processus est enclenché. Il est enclenché comme ont été enclenchés de nombreux processus, disons après Kyoto peut-être, après un moment où on s'est beaucoup interrogé sur le sens de l'ICOM. Le processus est engagé et peut-être que bien que les membres se soient majoritairement, très majoritairement, prononcé en faveur d'une actualisation du code de déontologie. Je crois que c'est ce qu'on peut retenir de ce que tu nous as dit. Peut-être que les propositions ne sont pas tout à fait suffisamment concrètes à vos yeux dans le groupe de déontologie. Donc, est-ce que j'entends bien ce que tu dis là? Est-ce que finalement, les 52 personnes qui sont avec nous, 53, donc c'est pas peu de monde, hein, on est assez nombreux sur cette session Zoom et on va pouvoir la relayer. Est-ce que dans ton message, dans le message de Sally, est-ce qu'on entend qu'il y a une forte demande pour que les gens soient concrets, n'hésite pas à faire des propositions concrètes, même si elles sont un peu inattendues, même si ce n'est pas exactement les questions qui sont posées dans ce qu'on trouve sur le site, au fond. Effectivement, je voudrais dire si la première consultation n'a pas été
quantitativement importante, et cela s'explique par plusieurs raisons, dont les membres étaient très sollicités pour la définition du musée, mais les propositions qui nous sont parvenues sont très intéressantes, très enrichissantes et parfois même, c'est-à-dire innovatrices. Il y a certes des propositions qui demandent beaucoup plus d'explications, d'insister sur certaines notions qui existent déjà dans le code, mais ce qui était très intéressant, ce sont les nouveaux concepts qu'on nous a proposés et qui ont été confortés par la deuxième consultation et effectivement également par les propositions des membres lorsque les membres de ECOM, moi je n'étais pas à Prague, mais ceux qui étaient à Prague nous ont fait un retour de certaines propositions et commentaires à ce moment-là. Donc actuellement, nous avons, disons, de la matière, et ce que nous aimerions, c'est qualitativement, nous sommes contents de ce que nous avons, mais qualitativement, mais nous voudrions aussi avoir la quantité, beaucoup plus de membres. Vous savez, le code de déontologie, on ne le révise pas tous les ans, ça prend 10-15 ans pour qu'il soit révisé. C'est vraiment une occasion que vous avez pour pouvoir intégrer toute votre enquête. Il faut aller chercher sur l'espace monde du site ECOM. D'accord. Okay. Voilà, donc je sollicite vos interventions. Diffuser d'une manière plus large. Excuse-moi. Alors, ce que tu viens de dire est important. Donc, tu dis qu'il y a beaucoup de propositions et qu'elles sont assez intéressantes. Peut-être que, je ne sais pas, et il ne faut pas les dévoiler peut-être maintenant, mais peut-être que certaines pistes pourraient, il y en avait d'ailleurs dans ton propos, peut-être qu'on peut repartir de là pour faciliter un peu le travail finalement de ceux qui nous écoutent, et s'ils nous écoutent, c'est qu'ils ont envie de participer. Il y a aussi sur le plan technique peut-être quelque chose qu'on pourrait faire, c'est que ça n'est pas si facile à l'heure actuelle d'accéder au site des membres et actuellement pour pouvoir apporter sa contribution à cette révision du code, il faut rentrer sur le site membre dont tu sais bien pour l'avoir expérimenté, moi aussi, que ce n'est pas si facile d'accès. Je me demande si on ne devrait pas collectivement prendre un petit peu le temps de réfléchir. Est-ce qu'on peut imaginer plusieurs moyens de contribuer? Est-ce que par exemple, il pourrait y avoir tout simplement, j'en sais rien, moi, une adresse de messagerie sur laquelle les gens qui ont des idées pourraient s'exprimer sans avoir forcément à faire cette démarche d'entrer sur l'adresse Internet du formulaire? Oui, il y a une adresse sur la dernière diapositive, il y a un mail et une adresse de site à partir duquel on peut. Mais moi, je vais plus loin. Je dis même que les membres peuvent me contacter ou contacter d'autres personnes du groupe pour pouvoir faire part de leurs propositions. Alors maintenant, je m'adresse à tous les participants, si nous commençons à être assez nombreux. Est-ce qu'il y a des propositions, des commentaires, des demandes d'informations sur ce qui vous a été déjà présenté? Bon, c'est toujours difficile d'être le premier à prendre la parole. Est-ce que l'un d'entre vous, oui, je vois pardon, je regarde le chat en même temps pour voir s'il y a des questions qui sont posées dans le chat. Quelquefois, c'est un petit peu plus facile de s'exprimer par écrit que de prendre la parole. Et donc, je vois à la remarque de François Arnay qu'effectivement, c'est un soulagement en tout cas pour François, peut-être, je pense, pour plusieurs personnes, de pouvoir bénéficier d'une manière plus directe d'apporter nos commentaires en s'adressant à toi, par exemple, directement chez l'IA, parce que je sais que l'entrée sur le site des membres est quelquefois un petit peu ardue, surtout quand on n'a pas une connexion formidable. Moi, je trouve que vous êtes nombreux là, je connais pas mal de gens parmi les participants. Qui d'entre vous a envie de prendre la parole? Parce que je sais qu'on en parle souvent du code de déontologie. On dit à la fois, c'est notre Bible à tous,
Heureusement qu'on a ce code de déontologie. Ce code de déontologie, il est aussi opposable. On s'en sert dans notre métier, on s'en sert quelquefois pour dire à nos supérieurs hiérarchiques, non mais attendez ça, vous ne pouvez pas le faire. Par exemple, les collections, vous ne pouvez pas les vendre, même si vous en avez envie, parce que le code de déontologie dit comme l'interdit, etc. Ceux d'entre vous qui sont sur le site en ce moment, de quoi vous avez envie quelles sont vos questions? Sur quoi vous avez envie que ce code de déontologie évolue? Je ne sais pas si je peux prendre la parole. Adèle, tu peux toujours. Oui, je suis Adèle Maresca, compagna di Comitalie. Je demande pardon, je suis aussi un peu en embarras parce que j'ai perdu quelques mots. J'ai été interrompue pendant votre explication, Chélia. Je voudrais savoir, je crois que la seconde consultation est encore ouverte jusqu'au 31 du mois d'octobre. Mais est-ce qu'il est, c'est-à-dire on peut répondre au formulaire, au questionnaire que vous avez proposé, mais est-ce qu'il vaut la peine de faire ici ces propositions tandis que vous travaillez déjà sur la réception de tout ce qui vient de la définition de musée, et vous attendez la fin de cette consultation 2 pour commencer à travailler sur le texte. Je voudrais savoir ça. Et en plus, nous, comme comité italien, on est en train de faire, nous aussi, un webinaire et une rencontre aussi avec nous avons dans toutes les régions des sections des DICOM, et nous sommes en train de faire le 24 octobre une réunion pour discuter de nos propositions. Mais est-ce que vous sollicitez des propositions individuelles? Et nous pensions aussi de faire des propositions en tant que comité national. Je m'arrête pour le moment. En ce qui concerne les propositions que nous avons eues, rien n'est secret, nous travaillons dans la transparence. Peut-être que ça aide certains qui n'ont pas pensé à tel ou tel concept de le reproposer, parce que, comme je vous l'ai dit, qualitativement, les propositions qui nous ont été faites sont très, très pertinentes, et elles seront particulièrement intégrées dans le code. Mais ce que nous voudrions, c'est que ces propositions soient approuvées à une plus grande majorité. Donc, qu'on ait le retour de beaucoup plus de membres pour que nous puissions décider de les intégrer. Nous travaillons, d'ailleurs, vous trouverez certaines de ces propositions dans l'espace membre. Concernant la meilleure manière d'envoyer vos réponses, puisque vous dites que peut-être vous allez organiser un webinaire concernant le code de déontologie, ou bien à propos d'un de vos webinaires, vous pouvez en parler. Si vous pouviez faire un questionnaire du comité italien, du comité national italien, et nous l'envoyer, ce sera pour nous une proposition de plus, soit qu'elle conforte à l'existence, ou bien toutes les propositions sont les bienvenues, qu'elles soient individuelles. On préfère que ça passe par un comité, mais toutes les propositions sont les bienvenues. Et comme vous voyez, il reste juste un mois, donc on aimerait les avoir le plus tôt. Merci Chélia. Il y a 2 demandes de prise de parole. Donc, on va passer la parole d'abord à Pauline Chassin et ensuite à Suzy, à Kimian. Mais peut-être je peux me permettre, si tu m'y autorises, Chélia, à apporter aussi ma réponse à Adèle. Je crois que le but de ce webinaire, le but de ce séminaire, c'est justement qu'on fasse un peu du brainstorming. C'est-à-dire, n'hésitez pas. Aujourd'hui, puisqu'on a 1h30 ensemble, il reste un peu moins d'1h30 maintenant, il reste 45 minutes à passer ensemble. Allez-y, lancez vos idées. Si elles ne sont pas retenues parce qu'elles ne sont pas tout à fait utilisables telles quelles, ça nourrira la réflexion. Je crois vraiment que si on fait ce contact direct, c'est pour que vous osiez dire ce qui vous passe par la tête, et que vous n'hésitiez pas à faire des propositions orales maintenant.
quitte à ce qu'elle soit réintégrée après dans les formulaires de proposition. J'espère ne pas te trahir en disant ça. Non, Célia, je crois que c'est bien l'idée d'avoir ce temps où très librement on peut exprimer des idées, des suggestions, des souhaits. voilà. Est-ce qu'on peut, je te laisse répondre et puis on passera la parole à Pauline juste après. En fait, il n'y a pas de question qui soit intéressante ou pas intéressante. Pour nous, tout est important, pourvu que le principe, le concept ou la réflexion qui va venir ait un rapport direct avec le code de déontologie. Nous prenons absolument tout. Le code développe toutes les parties et toutes les spécialités qu'on peut trouver dans un musée. Donc, toutes les questions, je pense, pour moi, sont très importantes et on pourra toujours les intégrer quelque part, soit pour développer un principe, soit pour en créer un nouveau. Pauline, vous pouvez y aller. Oui, tout d'abord, merci pour la transparence et l'opportunité en fait de ce processus. Et donc, à mon échelle, voilà, ma modeste échelle, je voulais rementionner 2 points qui m'avaient frappé lors de la présentation pendant ICOM Prague, qui était d'une part l'opposition qui avait été présentée entre les musées qui seraient focalisés sur pas mal sur les objets versus l'humain. Et donc, en écoutant ce jour-là la présentation, j'avais l'impression que cette opposition n'était pas toujours vraie. Donc, j'aurais aimé, voilà, ça c'était un premier point éventuellement qu'on rediscute du contexte dans lequel on peut penser ça. Est-ce que ça s'applique à tout et comment ça doit intervenir dans le code de déontologie? Et le deuxième point, de la même manière, c'était une opposition qui était faite, et là-dessus, je remercie déjà les organisateurs parce que ma remarque avait déjà été prise en compte dans les échanges sur le moment, mais l'opposition assez marquée entre patrimoine matériel et patrimoine matériel. Et j'avais un peu réagi sur le moment en disant que même le patrimoine immatériel est porté par des supports qui sont eux-mêmes matériels. Donc, quelque part, même quand on s'intéresse au patrimoine immatériel, on a souvent des questions matérielles à gérer quand on est en charge de ce type de collection, de ce type de patrimoine dans un contexte voilà, qui peut être bien varié. Donc, c'était peut-être voilà, une interrogation sur les oppositions qu'on peut faire et comment on retranscrit ça dans les définitions tout en restant à la fois nuancé et en recouvrant un maximum de situations. Bon, je voudrais insister sur une chose, c'est que je suis prête à discuter, mais actuellement, dans notre étape actuelle, ce que nous essayons de faire, c'est de recueillir toutes les propositions qui sont faites, mais non pas débattre parce que nous ne pouvons pas le faire actuellement, puisque d'abord nous faisons partie d'un groupe large et que nous devons travailler ensemble sur ces problèmes. Nous ne pouvons pas aujourd'hui prendre une position nette concernant ces problèmes. Je peux vous dire, en ce qui concerne le patrimoine immatériel et matériel, le patrimoine immatériel dans le code, je crois, de 2000, pas celui de 2004, celui d'avant, il n'était pas mentionné. Donc, il a été mentionné dans le code de 2004, c'était un des rajouts qui avait été fait. Mais il n'est pas traité d'une manière assez disons, descriptive, avec les nuances, et c'est pour ça que les membres ont beaucoup insisté sur le fait que le principe qui parle en filigrane du patrimoine immatériel doit être développé et que certaines valeurs devraient être beaucoup plus, disons, nuancées, plus explicites, afin que les professionnels de musée puissent réellement prendre position lorsqu'ils sont en face d'une collection ou bien d'un patrimoine immatériel. De toute façon, le patrimoine immatériel, c'est souvent, comme vous le dites, est lié à quelque chose de matériel, parfois non, mais cela également doit être intégré dans le code. Je vous dis, je suis désolée, mais on ne peut pas discuter aujourd'hui de chaque principe ou de chaque proposition qui avait été faite. Nous sommes là dans une étape de récolte, de réunir toutes ces informations. Il y aura peut-être par la suite, parce que nous aurons, disons, fait un semblant de rédaction du code,
À ce moment-là, peut-être, il y aura une autre réunion sur laquelle on pourra intervenir beaucoup plus et rentrer dans les détails de toutes ces nuances. Voilà, merci. Suzy ? Merci de cette précision, Chélia. Tu as raison par rapport au résultat. Le résultat attendu n'est pas une discussion, mais il est vrai que les gens dans la salle ont envie d'échanger entre eux, et même si ça n'est pas le but direct que tu recherches, c'est vrai que c'est intéressant que les questions soient posées, je crois. Donc, je voulais remercier Pauline d'attirer notre attention sur cette question de ce que tu as entendu, en tout cas, Pauline, comme ambiguïté ou ambivalence ou contradiction, peut-être, je ne sais pas quel est le mot que tu voudras employer lorsque nous étions tous réunis à Prague. Peut-être on va passer la parole à Suzy, si tu en es d'accord, Chélia. Oui, bien sûr. Suzy. Bonjour à tout le monde. Merci de toute manière de nous faire participer à cette réflexion. Merci Chélia, c'était vraiment très clair et très parfait, comme d'habitude. Je voudrais simplement dire qu'il est évident que je suis d'accord avec une révision du code. C'est pour ça que je suis là, comme vous l'avez très bien dit. Mon souci, c'est en fait mettre plus de clarté et d'actualisation dans le code, parce qu'en fait, j'ai toujours l'impression, quand je lis mon code, soit de revenir sur quelque chose qui est déjà traité dans une partie et de la retrouver, mais parce qu'en fait, on a utilisé d'autres mots. Donc, pour moi, il y a un souci ou une action très importante à faire au niveau de la propriété des termes, comme on dit, il est évident, mais il y a aussi comme on dit, à donner à chaque partie la part qui lui est due, mais tout en restant équilibré. Il ne faut pas donner l'impression au lecteur qu'il y a des points qui sont moins importants parce qu'on ne lui a mis que 3 articles, alors que d'autres vont avoir 10 articles. Donc, le principe de l'homogénéité, si l'on veut, des principes que nous défendons. Vous avez déjà parlé du patrimoine immatériel. Je suis très inquiète au niveau du patrimoine immatériel parce que l'éthique du patrimoine immatériel est encore plus pointue, plus aiguë. Nous sommes entrés dans une phase en 2022 avec des types de comportements, des schèmes de comportement qui sont très différents de ce qui se faisait peut-être dans les années 60, 80 et même 90. Donc, je pense qu'effectivement, il faudra, et c'est là où je pose la question, faut-il tout terminer le 31 octobre chez Lia? Est-ce que tu ne trouves pas que c'est un peu court par rapport à tout ce qui est demandé? Parce que ça permettrait peut-être, comme l'a dit Madame, de pouvoir peut-être refaire une réflexion un peu comme on a travaillé pour la définition au niveau des comités nationaux, pour peut-être ramasser, parce que sinon vous allez être submergé par beaucoup d'idées, j'ai déjà, par exemple, ça me pose un problème, parce que si vous allez augmenter, c'est que mon glossaire doit aussi s'élargir pour intégrer toutes ces nouvelles notions ou tous ces principes que vous allez rajouter. Je continue dans le général, comme vous l'avez demandé. Évidemment, j'en ai assez de répéter à tout le monde qu'il faut faire l'inventaire d'un musée. Donc, le musée numérique, ça va, c'est évident. Je pense qu'on est déjà un peu trop en retard pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Merci. Merci Sylvie. En ce qui concerne le délai, je ne sais pas si Sally pourra. Je pense que ça va être une décision qu'on pourra prendre par la suite et non pas là tout de suite en direct. C'est vrai que tu as mis le doigt sur certains points qui reviennent souvent dans les propositions qui nous ont été faites ou bien dans les mails que nous recevons. En fait, c'est que les principes ne sont pas homogènes, que nous retrouvons très souvent des concepts, des références d'un article à un autre, mais parlant exactement de la même chose. Donc, tout cela relève plus de la structure du code qui va peut-être être revue afin de réunir les mêmes notions sous le même un seul principe et ne plus avoir tous ces renvois qui souvent sont pratiquement les mêmes mais que nous retrouvons et qui un peu perturbent la lecture du code, c'est très vrai. Et même si, comme tu le dis, le fait qu'un principe ait 20 articles et que l'autre en ait 2, là aussi, nous devons intervenir pour harmoniser tout cela, pour que
la lecture se fasse d'une manière beaucoup plus harmonieuse et que nous retrouvons des titres et des sous-titres qui soient très explicites et qui veulent bien dire ce que le contenu du principe explique réellement. Concernant l'inventaire, je sais de quoi tu parles, parce que toi, tu as été confronté à des conflits et que l'inventaire était très, très important pour toi au moment de la reconstruction de ton musée. L'inventaire, tout d'abord manuel, bien sûr, mais l'inventaire et la numérisation des collections, ça, c'est une proposition qui nous est parvenue d'une façon récurrente et particulièrement très, très souvent, même si, d'abord pour la sécurité des musées, pour la disponibilité des collections via Internet, mais également pour la sécurité des musées. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier cet aspect de sécurité qui relève de la numérisation des collections. Concernant le délai, je pense que nous sommes déjà assez en retard. Vous savez, nous avons un mandat qui a encore une année, donc vous voyez la masse de travail que nous avons encore. Et moi, je vous conseille et je vous demande de faire la consultation et de répondre au questionnaire le plus vite possible si nous pouvons retarder. Mais il y aura toujours des moyens d'intégrer d'autres propositions parce qu'une fois que le texte sera rédigé, ce sera un premier brouillon, un premier draft. Et là aussi, vous pourrez voir peut-être que les propositions que vous avez demandées ne sont pas incluses. Mais ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas faire un double code. Nous n'allons pas faire un code qui va faire 100 pages. Non, non, nous allons être au contraire peut-être plus concis parce que nous allons réunir et réharmoniser les textes existants. D'autres questions, s'il vous plaît? Il y a beaucoup de personnes que je connais. Juliette, non? Oui, pardon. Je ne vois pas vraiment de main qui se lève, alors que nous sommes quand même assez nombreux et je suis sûre que vous avez plein de questions. Donc, je vous invite vraiment à ne pas vous laisser intimider d'aucune manière. C'est-à-dire, on est clair et je crois que j'ai bien été très clair sur l'exercice auquel on se livre, mais je crois que cela n'interdit pas qu'on se pose question. Qu'on se pose question vraiment entre nous très ouvertement, même si ça n'est pas une contribution directe au processus. Ensuite, ça vous donnera envie d'aller ouvrir le site et d'apporter des contributions. Je crois que Maya a posé, a levé la main. Vous avez demandé à prendre la parole. Maya, la parole est à vous. Oui, bonjour à vous toutes et merci de nous avoir réunis autour de ce sujet très important. C'est juste quelques commentaires à partager. Alors, dans le texte tel qu'il se présente actuellement, évidemment, il y a des problèmes d'ordre structurel parce qu'il y a des récurrences ou des redondances qu'on peut éviter. Et il y a des mots, j'allais dire, qui m'inquiètent un peu. Donc, c'est surtout dans les cas exceptionnels, parce que partout, il y a toujours des exceptions. Et c'est toujours les exceptions qui, personnellement, me font peur parce qu'on peut, comment dirais-je, déraper. Bon, je ne vais pas vous embêter par les renvois aux pages, vous connaissez le texte. Dans un moment donné, on parle de transit, le musée comme lieu de transit. On parle aussi le fait d'exposer des objets sans provenance. Donc, à un moment, on dit qu'il s'agit d'un objet très exceptionnel, etc., etc. Donc, on justifie l'accord, si vous voulez, pour exposer un objet de provenance inconnue, alors que plus loin, on doit éviter. Donc, je ne sais pas si peut-être dans la nouvelle version, ces concepts ou ces mots ou ces choses peuvent être mieux cernés. Et toujours dans les cas exceptionnels ou dans les exceptions, mieux préciser les choses. Aussi, si vous permettez, quand vous parlez à la fin, donc c'est des idées qui me traversent la tête, évidemment, de l'usage du logo d'ICOM ou bien des logos des comités internationaux ou des comités nationaux, les logos des alliances, etc.
peut-être que là, il faudra rajouter quelque chose, il faudra compléter à ce niveau-là. C'est que je parle par expérience, évidemment, une expérience pas très gaie. Maintenant que les gens ont accès aux réseaux sociaux, ils peuvent déverser tout ce qu'ils veulent, que ça soit professionnellement dit ou d'une autre manière, quand, entre guillemets, c'est pour régler ou essayer de régler, ou peut-être pas pour régler, c'est peut-être pour justement, comment dirais-je, porter une atteinte morale, psychologique à un comité national, international. Les gens règlent leurs affaires, entre guillemets, régler leurs affaires sur les réseaux sociaux. Et dans ce contexte, ils utilisent les logos. Donc là, ça doit être prohibé. C'est des choses internes ou avec l'administration ou avec tel conseil, etc. Mais ça ne doit pas se faire sur les réseaux. Donc voilà. Mais évidemment, d'autres idées viendront plus tard et j'espère qu'en tant que comité national, on pourra regrouper nos réflexions, nos commentaires et envoyer une proposition commune. Merci à vous. Merci Maya, merci. Le point que tu as soulevé concernant le fait que dans le code on dise une chose et qu'un peu plus loin on dise son contraire, particulièrement en ce qui concerne les acquisitions où on parle du fait qu'on doit absolument être sûr de l'origine de l'acquisition et qu'un peu plus tard dans un autre principe on dise que si l'objet est exceptionnel, on peut à la limite fermer les yeux et acquérir cet objet. C'est vrai, ce commentaire nous a été fait lors de la première et de la deuxième consultation. Il y a beaucoup de membres qui ont parlé de cette contradiction et c'est sûr que nous allons y remédier afin que les choses soient dorénavant beaucoup plus claires, plus précises et qu'il n'y ait pas de contradiction. Ce n'est pas la seule contradiction, mais nous allons essayer d'y remédier et c'est très bien que vous attiriez notre attention sur ça. En ce qui concerne, c'est vrai, le logo, et cela se ramène également à l'aspect numérique et à l'utilisation de toutes les technologies nouvelles concernant l'e-com. Il y a plusieurs pages qui sont affichées avec le logo de l'e-com. Je ne sais pas si ces pages sont officiellement approuvées par l'e-com et souvent il y a des discussions qui peuvent être assez pas très d'un haut niveau qui sont faites et on a l'impression à ce moment-là que c'est l'e-com même qui parle. Donc là aussi, il faudrait que pour les réseaux sociaux et toutes ces nouvelles technologies, il y ait un certain contrôle, il y ait certaines valeurs qui soient explicitées au sein du code de déontologie, parce que toutes les nouvelles technologies ne sont pas du tout citées dans le code actuel. Et donc, c'est tout un chapitre qui devra exister, peut-être sous le principe du musée numérique. Nous verrons par la suite, mais c'est quelque chose, c'est vrai, qui devra être développé et inclus dans le nouveau code de déontologie. Ouais, merci Chélia. Je ne sais pas si tu vois que dans le chat, il y a une question de Chloé Mercier sur les NFT. Est-ce que la partie musée numérique intégrera des éléments sur les œuvres numériques? Est-ce qu'il est trop tôt pour apporter une réponse ou est-ce qu'on peut donner une piste, Chélia? C'est-à-dire les collections numériques, c'est ça? Parler? Les NFT, les œuvres numériques. Oui, les œuvres numériques. C'est-à-dire, il est question pour le musée numérique, il est question surtout de la numérisation des collections, tout d'abord pour une question de sécurité, comme nous savons tous, comme a dit Suzy, les inventaires sont très, très importants. S'ils sont numérisés, c'est excessivement encore plus important, mais il y aura toujours des possibilités d'accès qui seraient balisées, qui seraient contrôlées, afin que toutes les collections ne soient pas accessibles à tout le monde. Il y a des copyrights, comme on le disait, il y a des collections qui sont inédites, qu'on ne peut pas exposer à tout le monde. Donc, il y aura différents accès pour ces collections numériques.
Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou s'il y a... Je ne sais pas, on peut demander à Chloé de donner son point de vue, mais il me semble que quand on parle de NFT, on parle de numérique, mais on parle aussi de transactions financières, on parle aussi d'éléments de marchandisation. Donc, enfin, je ne sais pas si vous partagez mon point de vue là-dessus, mais il me semble que c'est une question sous-jacente. Chloé, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je demande à Chloé Mercier si elle veut s'interroger, mais Chloé Mercier n'a pas manifestement enlevé son micro. Oui. Ah, est-ce que vous voulez, Chloé Mercier, prendre la parole 2 minutes pour... ouais. Vous mettez votre micro ou non, vous n'y arrivez pas. D'accord. Bon. De toute façon, en ce qui concerne le musée numérique, dans les propositions qui nous sont parvenues, on ne parle pas du tout de financement ou de transactions financières ou d'achat ou de vente. Ce n'est pas du tout le but. D'ailleurs, ce n'est pas le but en général dans un musée, mais la question du musée numérique ou des collections numérisées, c'est beaucoup plus une question de mettre à la disposition du public juste pour information, pour le loisir, pour le plaisir, un mot que tu n'aimes pas beaucoup, mais c'est essentiellement ça, et surtout pour la sécurité des collections, parce qu'on sait qu'une collection qui est numérisée, si jamais il y a une catastrophe, on pourra par la suite revenir à ce support numérique pour pouvoir reconstituer et rétablir, restaurer certains objets. Mais l'aspect financier, transaction, tout ça n'est pas du tout abordé, et du moins ne nous a pas du tout été proposé dans les commentaires qui nous sont parvenus. Vous pouvez, Chloé, peut-être envoyer une proposition dans ce sens, mais on verra si, d'un point de vue déontologique, on pourra l'intégrer ou pas dans le code de déontologie. Voilà. Je ne sais pas si c'est... Voilà, bon, donc merci pour votre réponse, dit Chloé, de le chat. Moi, ce que j'ajoutais, c'est que je crois comprendre que quand on parle de NFT, on ne parle pas que d'aspect numérique, on parle bien de nouveaux modes de marchandisation des collections. Peut-être je m'avance trop en disant cela. Et ça de toute façon, ça n'a pas du tout été proposé sous ces termes-là. Ce que nous avons eu comme proposition, c'est beaucoup plus une numérisation des collections pour leur sécurité et pour les mettre à la portée du public. Cela, je pense, a été provoqué lors de la pandémie où les gens n'ont pas pu accéder. Donc, c'était beaucoup plus ça. Et je trouve que d'un point de vue sécurité des collections, c'est très important la numérisation. De toute façon, nous y allons. Il y a beaucoup de musées qui l'ont fait. Il y a d'autres qui sont en train de le faire pour la sécurité du musée. Ils ne vont pas tellement pour les mettre à la portée du public, mais bien sûr, cela peut être un autre aspect. Et c'est là où intervient, vous l'avez vu sur la diapositive, le droit d'auteur, des copyrights. On ne peut pas mettre comme ça à la disposition de tout le monde sans aucune balise, sans aucune référence supplémentaire concernant les photos qui peuvent être partagées. Il y a des photos, vous savez, avec le temps peuvent être partagées, elles sont un peu partout, mais il y en a d'autres, elles ne sont pas. Et puis le musée, c'est pour lui aussi peut-être un petit retour d'argent lorsqu'il distribue une photo en contrepartie d'un petit financement. L'achat de photos sur Internet, mais ça reste aussi conditionné par le musée, par la politique du musée et par les principes qui vont être rédigés et inclus dans le nouveau code de déontologie. Je m'adresse directement à Estelle Guildébut qui est dans le truc. Est-ce que sur cette question, tu as envie d'ajouter quelque chose? Je sais que Estelle, c'est un sujet qui te tient à cœur et dont tu perçois qu'il est émergent
mais qu'il n'attendra pas une étape ultérieure de révision du code de déontologie pour avoir besoin de faire l'objet d'une analyse déontologique. Merci Juliette, bonjour à toutes et tous. Effectivement, c'est un sujet d'une très forte actualité. On note de plus en plus de questions de la part des professionnels de musées sur ces NFT dans différentes dimensions en demeurant, que ce soit pour des entrées en collection, pour créer des lignes de produits dérivés également. Donc voilà, on parle de différents objets finalement derrière le même terme. Et on a pu noter que certains États ont préféré pour l'instant mettre en stand-by, comme l'Italie. Du côté français, on est plutôt à vouloir pousser la réflexion en associant différentes compétences, les services juridiques, les services numériques. On peut citer aussi la Caisse des dépôts et consignations qui est très fortement mobilisée par rapport aux questions monétaires et de règlement. Et finalement, pour l'instant, j'ai le sentiment que ce qui nous revient, c'est que on a peut-être quand même déjà accumulé une forme d'expérience dans les musées par rapport à l'entrée de collections numériques, ça c'est sûr, mais sans doute ce qui est le plus nouveau, c'est l'enjeu de valorisation et de règlement. Alors, selon les États, ça peut prendre différentes dimensions, mais pour l'État français, par exemple, se pose la question d'une défiscalisation potentielle par rapport à des marchés financiers extrêmement mouvants. Donc, par rapport à une loi qui existe pour le mécénat des œuvres dans les musées de France, c'est un sujet très important et très sensible, je dirais. Et puis, il y a aussi quelle manière de conserver ces NFT, des questions très pragmatiques finalement, puisqu'on transmet pour les générations futures, et aussi quels enjeux de médiation auprès d'un plus large public. Lorsqu'on montre en salle des écrans avec des images NFT, finalement, qu'est-ce qu'on cherche à faire passer auprès du grand public, par-delà les enjeux de société, les nouvelles formes d'expression, comment on communique sur ces sujets pour intéresser, pour concerner. Donc, c'est un très, très large débat. Et il me semble que ce ne serait pas inintéressant peut-être un jour d'y consacrer une soirée débat réunissant différents types de métiers et pas que des professionnels de musée, mais aussi peut-être des spécialistes aussi de la finance, j'ose le terme, par rapport à cette sécurisation des paiements, cette stabilisation des valeurs qui semblent très volatiles. D'accord. Merci beaucoup, Estelle. C'était important cette précision. Jacques Ayer, notre collègue suisse, pose une question que je trouve assez intéressante chez Lia dans le chat, en se demandant si dans les réponses, tout le monde peut le lire comme moi, hein, si dans les réponses que l'on a à ce stade de deux consultations, on voit des différences significatives selon les origines géographiques des répondants. Il y a certaines différences, mais il y a également certaines, disons, coïncidences qui nous parviennent. En fait, nous avons reçu des réponses essentiellement d'Europe. Nous avons aussi reçu d'Asie, un peu d'Amérique latine, pas beaucoup d'Afrique, qui serait beaucoup plus concernée par tout ce qui est droit de la propriété des collections. Mais je vous le dis, ce n'est pas quantitativement assez important pour qu'on puisse dire, voilà, il y a une cartographie par région de tel principe, de telle proposition qui nous a été faite plutôt que dans d'autres. Peut-être qu'après la deuxième consultation, quand elle sera terminée, on pourra faire ce mappage. Et pour le moment, nous n'avons pas assez de matière pour pouvoir faire les plus importantes propositions nous sont parvenues d'Europe. Très peu d'Asie, quelques-unes d'Amérique latine, mais nous ne pouvons pas. Il y a certains, par exemple, le numérique, c'est beaucoup plus l'Europe qui a parlé de numérique que d'autres régions.
En ce qui concerne la propriété, la décolonisation, le rapatriement, c'est un peu partout. C'est beaucoup plus l'Europe, l'Amérique latine, pas tellement l'Asie. Donc voilà, mais je ne sais pas si je peux, dans l'état actuel des propositions que nous avons reçues et des consultations, si je peux m'avancer en disant, voilà, le mappage, la cartographie des propositions est de telle sorte. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Je pense que par la suite, nous le ferons et vous le communiquerons. Ça, c'est certain. Nous vous dirons dans quelle mesure les propositions ont été faites, dans quelle région et selon quelle origine culturelle elles ont été faites. Merci, Chélia. Je pense que c'est une réponse qui est intéressante et importante. Donc, tu dis deux choses aujourd'hui. On ne sait pas, à part des choses évidentes, comme tu viens de le dire, le numérique est plutôt européen, etc. On ne sait pas vraiment s'il y a des orientations régionales importantes, mais en revanche, on le saura. Ça fait partie des éléments qui seront recherchés à l'issue des différentes consultations. Et je pense que ce sera quelque chose d'assez important parce que je pense que nous sommes dans une période à ICOM où le poids des régions doit être pensé et doit être vraiment pris en considération parce qu'on voit bien que les différentes régions du monde ont des conceptions qui sont assez différentes les unes des autres de ce qu'est un musée et de ce que doit être un musée. Je regarde, je ne vois pas de nouvelles questions dans le chat, mais il nous reste quand même au moins 5 ou 7 minutes à passer ensemble. Qui est tenté d'ajouter un commentaire, une question peut-être profiter de ce moment pour vous sentir plus à l'aise quand il s'agira pour vous d'ouvrir finalement la rubrique et de répondre aux questions. Est-ce qu'on voit apparaître des nouvelles questions qui vous arrivent? Non, je n'en vois pas. Non, je n'en vois pas. Non. Non. Non, je ne vois pas de questions qui se posent. Alors, moi, il y a une chose, comme je l'ai dit dans ma petite rapide introduction, j'ai essayé d'y mettre mes convictions et tout ce que j'ai d'envie que ce code de déontologie à la fois soit vraiment notre outil à tous, notre outil collectif, parce que je le crois vraiment extrêmement sincèrement. Je pense que quand on se pose la question de savoir comment on a fait dans notre organisation pour durer si longtemps, je reviens à ce fondamental. On a une culture commune qui est vraiment le fait d'avoir été capable à un moment de rédiger une charte, de rédiger un document dans lequel tout n'est pas, évidemment, mais enfin dans lequel l'essentiel des problèmes auxquels nous sommes confrontés dans notre vie quotidienne de musée est abordé avec des réponses qui ne peuvent pas toujours plaire à tout le monde, naturellement, mais avec des réponses. Moi, j'ai un petit, je ne sais pas comment aborder la question, mais puisqu'on a un petit peu de temps, je vois que Rachel Doucet a une petite question, je lui passerai la parole, mais je dis ce que j'ai envie de dire. Je me suis souvent demandé comment faire en sorte que ce code de déontologie, non seulement il soit obligatoire pour chaque membre de dire qu'il l'a lu, mais pour que effectivement dans les faits chacun l'ait lu et que chacun en ait pris connaissance et que chacun se soit approprié le message qu'il contient et s'en soit servi pour convaincre dans son propre musée quand des obstacles se présentaient au respect des règles qui sont contenues dedans, ce qui quand même arrive très souvent quand on est dans un musée. Et donc, moi, j'ai une question de forme, une pure question de forme, c'est que je pense que nous devrions aussi avoir, quand nous aurons un code de déontologie réactualisé, tout un cycle de formation autour de sa connaissance, de sa sensibilisation et que nous soyons plusieurs à être formés pour être capables sur des séminaires comme celui-là de faire une lecture commentée,
de faire peut-être une lecture un peu scénarisée, de répondre aux questions que se posent nos membres. Je ne sais pas si ça fait partie des réclamations ou des recommandations qui ont été formulées au groupe. Chélia, je te laisse répondre et on regardera ensemble la question de Rachel. Moi, par mon expérience personnelle, par exemple, au sein de mon comité, ou bien au sein, parce que j'ai été présidente d'Africom et d'Arabicom, je me suis toujours rendu compte que les membres ne consultaient pas le code, n'avaient presque, disons, jamais lu le code, donc ils étaient contents de l'avoir, ils savaient qu'ils pouvaient y revenir, c'était une référence, mais il n'y avait pas eu une étude profonde du code. Moi, ce que je faisais dans toutes les sessions de formation que je faisais, en introduction, je prenais un principe et que j'expliquais aux membres. Et je me rendais compte à ce moment-là que les gens n'avaient pas lu. Ça les incitait peut-être parfois à aller un peu loin, mais c'est comme tu dis, c'est une formation qui doit se faire, qui doit être par la suite, une fois que le code sera édité, qui sera traduit dans les 3 principales langues, je pense qu'on devrait faire des sessions, chacun dans son comité, dans sa région, faire une étude approfondie de ce qui existe dans ce code, puisque de toute façon, nous allons avoir un code actualisé, donc nous allons avoir des principes nouveaux, des concepts qui sont beaucoup plus actuels, qui sont beaucoup plus en contact et en rapport avec ce que nous vivons au quotidien, mais c'est quelque chose à faire. Essentiellement, c'est vraiment le document de référence qui peut réunir les membres. En plus, c'est un document qui, très souvent, peut régler certains litiges entre les membres, entre les comités, entre différents partenaires, les mécènes et autres partenaires. Donc, c'est quelque chose que les membres doivent avoir en tête, doivent bien être au courant parce que ça peut leur servir dans leur gestion quotidienne des collections. Je voudrais revenir sur les NFT et la crypto-monnaie. Surtout, je pense que c'est un sujet qui est assez, disons, particulier à certains pays. Ce n'est pas un sujet qui actuellement, vous savez que dans certains pays, tout ce qui est échange et crypto-monnaie est complètement interdit, c'est même puni par la loi du raisonnement. Donc, est-ce que je me demande, même si c'est un sujet qui est d'actualité, est-ce que nous pouvons l'intégrer dans le code puisque nous essayons de faire des principes et des valeurs qui doivent être un peu, disons, universelles et respectées un peu partout dans le monde. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui, actuellement, je dis bien actuellement, peut-être que dans 10 ans, si le code était révisé, on pourrait l'intégrer, mais est-ce qu'actuellement, c'est quelque chose qu'on peut intégrer? Je ne sais pas, je pose la question, parce que pour moi, par exemple, dans mon pays, c'est une question qui ne se posera jamais, parce que les gens sont mis en prison quand ils utilisent ce genre de transactions. Voilà. Merci. Alors moi, je suis contente de ta réponse parce que c'est une préoccupation que j'ai de très longue date. Et voilà, cet élément de réponse est important. Alors Rachel nous pose aussi une question, hein, ce n'est pas une question comme elle le précise, Rachel, c'est une préoccupation, bonne préoccupation, on la partage tous. Y a-t-il une réponse que l'on peut apporter aujourd'hui, maintenant, sur ce Zoom? Malheureusement, Rachel, j'en suis pas convaincue, mais je crois qu'il faut être présent à chaque fois pour poser cette question. Comment faire en sorte que la zone Afrique participe davantage? Ce n'est pas une question qui concerne que le code de déontologie. Bien sûr, aujourd'hui, on parle du code de déontologie, vous le savez, puisqu'on a même fait nous-mêmes avec beaucoup de collègues finalement un travail, une enquête pour savoir qu'est-ce qui fait obstacle à ce qu'un certain nombre de régions du monde, à ce qu'un certain nombre de comités ne fassent pas entendre leur voix, soit qu'ils ne le souhaitent pas, soit qu'ils n'osent pas, soit qu'ils ne peuvent pas. Quelquefois, tout simplement, ce sont des comités qui, parce qu'ils sont mal reliés
à Internet, parce qu'ils sont mal connectés, peinent à participer alors même qu'ils en ont le désir. Et puis quelquefois, tout simplement, ils se sentent loin de nos préoccupations. C'est vrai pour la zone Afrique, c'est vrai pour d'autres zones du monde. Bon, c'est une question à laquelle nous essayons de répondre un peu avec le SAREC, toujours avec ICOM, avec le SAREC, sur cette problématique aussi de la langue. Aujourd'hui, on est dans un séminaire francophone, mais pour un certain nombre de pays d'Afrique, les 3 langues officielles de l'ICOM, qui ne sont pas toujours pleinement utilisées d'ailleurs, toutes les 3, mais même quelquefois, elles ne suffisent pas. On a un certain nombre de membres qui ne sont franchement vraiment à l'aise dans aucune de ces 3 langues. Bien sûr, cette question-là est une préoccupation constante et je pense que pour vous, Chélia et Sally, j'imagine que la préoccupation est constante à votre esprit dans cette période de révision du code. Oui, essentiellement dans les concepts qui sont apparus de toute façon en ce qui concerne le rapatriement, la restitution et la décolonisation des collections. Ce sont des concepts qui sont apparus, qui nous ont été proposés par les pays européens. Mais je sais que ce sont les pays africains qui sont le plus concernés, d'autres pays, par exemple, arabes, qui pourraient être concernés, mais qui malheureusement, comme tu le dis, Juliette, et j'espère que ton projet sur le multilinguisme sera développé et sera pris en considération. Pour la zone Afrique, je sais, pour avoir fait des webinaires avec la zone Afrique, il y a malheureusement un problème de connexion qui est très, très, très important. Ils n'arrivent pas à se connecter. Ils doivent se déplacer, par exemple, pour aller jusqu'au bureau de l'UNESCO, qui parfois n'est pas très proche de l'endroit où ils sont pour pouvoir se connecter. Ce n'est pas toujours possible pour eux. Malheureusement, il n'y a plus de sessions de formation qui sont en présentiel, mais il faudrait repenser à cela et qu'il y ait des formations et des sessions qui sont axées et orientées vers les pays africains ou vers les pays arabes, mais qui soient beaucoup plus en présentiel plutôt que sur des webinaires. En plus, on le voit dans les webinaires. Moi, je suis sûre que si nous étions en présentiel, il y aurait beaucoup de monde qui participerait un peu plus parce qu'il y a une certaine chaleur qui s'installe et puis on se regarde, on essaye de discuter, mais là, à travers un écran, c'est vrai que ça devient un peu plus compliqué. Il faudrait essayer là aussi, peut-être avec le SAREC ou autre chose, trouver des solutions pour que nous puissions impliquer toutes ces régions qui malheureusement ne participent pas, non pas par manque de volonté. Je sais que les pays africains sont très, très concernés. Et lorsqu'on fait des formations ou bien des sessions en présentiel, ils sont très nombreux, ils posent des questions et ils sont très intéressés par tout ce qui est patrimonial et les musées. Mais malheureusement, c'est un manque de moyens et le fossé est en train de se creuser de plus en plus. Malheureusement, il faut absolument que cette histoire de multilinguisme, déjà qu'on arrive à refuser certaines personnes qui ne parlent pas anglais de les intégrer dans certains comités, moi je trouve que c'est quand même un peu pousser les limites un peu loin. Nous avons 3 langues officielles, donc les langues devraient être sur le même pied d'égalité. Et il devrait de plus en plus, j'espère que dans notre projet sur le multilinguisme, on trouvera une solution pour que les traductions soient faites dorénavant un peu plus, disons, plus normalisées et qu'elles soient effectives. C'est un sacré paradoxe. C'est-à-dire qu'évidemment, nous avons fait des progrès de communication assez fantastiques en ayant ces possibilités de nous retrouver, de débattre, de répondre à des enquêtes, d'avoir des sites accessibles, quand même assez ergonomiques, même si ce n'est pas parfait. Mais en même temps, cette modernité a mis un certain nombre de pays les a encore plus éloignés parce que ça crée une sacrée différence entre ceux qui sont connectés et ceux qui ne le sont pas. Et c'est
un vrai problème déontologique pour le coup, même si Exactement. on n'est pas sûr de pouvoir le faire figurer dans le code déontologique. On a presque dépassé notre horaire. Je sais que Abdoulaye Camara, à un moment, vous avez voulu intervenir, mais on n'a plus vu votre main levée dans le chat ou votre question posée. Est-ce que vous Oui, êtes toujours avec nous? Est-ce que vous voulez intervenir? Et ce sera la dernière question peut-être avant la voilà. synthèse. Je suis toujours avec vous, mais c'est vrai que l'Afrique n'a pas intervenu. Mais moi, je ne peux pas répondre au nom de tous les comités. Mais je pense qu'on avait déjà discuté avec, quand on était à Kyoto, Madame Duval. L'un des grands problèmes pour également les Africains, c'est la langue. C'est qu'au niveau des comités internationaux, les interventions, c'est toujours en anglais. Et le plus souvent, on ne se soucie pas des francophones. Donc, moi, je connais surtout le réseau francophone, vu que je donne des cours à Alexandrie. Je sais que la plupart de mes étudiants qui sont devenus mes collaborateurs, parfois ont du mal et qui ont énormément de qualités intellectuelles, mais qui ont du mal à émerger au niveau de l'ICOM, parce que quand même, il faut le dire la vérité, l'ICOM aujourd'hui, c'est l'anglais qui prédomine en tout. J'ai fait de 2005 à 2011, j'ai été au niveau du comité de déontologie. Bon, j'étais le francophone, de ceux qui ne maîtrisaient pas parfaitement l'anglais. Et c'était très cher de payer un interprète pour un seul membre du comité de déontologie. Donc, voilà. Et si les gens s'expriment en français, il vaudrait mieux qu'on leur donne la possibilité de continuer toujours à s'exprimer en français. Parce que les gens pensent en français et c'est presque leur langue maternelle. Et si on n'a pas cette possibilité, c'est sûr que vous ne verrez pas une bonne partie de la communauté francophone dans vos comités. Maintenant, je regrette, c'est vrai que j'ai vu avec beaucoup de retard cette intervention, ce comité qui se met en place. Je me rendrai sur le site de l'ICOM, je m'inscrirai, je mettrai même l'article que j'ai eu à rédiger pour le comité de déontologie qui avait été demandé par un dictionnaire. Et c'est vrai, on peut se demander pourquoi on n'intervient pas, parce que surtout qu'en ce moment, tous les Africains sont mobilisés pour les restitutions. Oui. Et là, je vois que restitution, rapatriement, c'est déjà dans vos consultations. Ça m'étonnerait qu'on ne puisse pas vous rejoindre. Bon, il faut faire qu'il vienne. Vous dites des choses vraiment très importantes. Sur la langue, ce n'est pas la peine que je vous dise à quel point je suis d'accord avec ce que vous dites. Et d'ailleurs, je me demande si la clause de respect de la diversité linguistique ne devrait pas figurer dans le code de déontologie. On verra comment ça peut se... Je le propose. Ce serait bien. Dans le questionnaire. Il faut le proposer, mais il faut aussi que ça s'impose aux musées eux-mêmes. Pas que le code de déontologie de l'ICOM l'impose à l'ICOM, mais peut-être qu'il faut que les professionnels se l'imposent aussi à eux-mêmes. Bon, merci de cette dernière intervention. Je crois qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup discuté. Chélia, Sally, est-ce que vous avez envie de faire un petit mot de conclusion? Sally, vous pouvez parler en anglais. Sally, of course, you can speak in English because I think we understand enough. If you want to make a conclusion in English, don't worry, we will listen to you. Et Chélia, peut-être tu prends 5 minutes pour clôturer ce débat dont j'espère qu'il a été utile à notre projet commun. Sally? Well, thank you, Juliette. Thank you to everyone for attending this this webinar and for your comments. Shedlia, thank you for your presentation and for helping EPCOM get its message out. We appreciate your listening today and look forward to hearing more from you in the future. Thank you. Thank you so much. Merci Sally. Moi, je voudrais juste remercier Juliette qui est toujours présente, qui fait des choses extraordinaires pour ICOM France, mais pour nous aussi, également pour les pays francophones. Merci pour l'organisation de ce webinaire. Je trouve que la participation était excellente.
je vous conseille, je vous implore, je vous demande, tout ce que vous voulez, que vous puissiez nous aider, soit en confortant toutes les propositions qui ont été faites, que je vous ai présentées, soit en faisant de nouvelles propositions. Toutes les propositions sont bonnes à écouter, il n'y a pas de moins bonnes ou d'excellentes. Toutes les propositions, nous les prenons sur le même pied d'égalité, nous les travaillons, nous les étudions et nous essaierons toutes de les intégrer dans le nouveau code de déontologie. Nous aurons d'autres réunions, ce qui est sûr, parce que lorsque nous allons intégrer les propositions actuelles, nous allons revenir vers vous pour vous présenter une nouvelle version, disons, première du code, et nous aurons d'autres occasions de discuter de tous ces problèmes peut-être particuliers. Et peut-être que Juliette va nous proposer un webinaire pour autre chose. Merci beaucoup, merci à tous. Merci beaucoup Juliette, merci à tous de votre présence et à très bientôt sur le questionnaire. Merci. Merci à tous. Au revoir, merci de votre présence et de votre fidélité. À bientôt. À bientôt. Ah, Rachel Doucet a ajouté un petit mot, tu l'as peut-être vu? Non. Non, alors attends, je le mets, je le revois. Oui, c'est un délai. C'est ça, un délai supplémentaire, ça favoriserait plus de participation. Parce que nous autres, comme Haïti, on organise toujours les échanges au sein du comité. On élabore une espèce de petit questionnaire à partir du questionnaire qui est en ligne, parce que tout le monde n'a pas accès justement au questionnaire en ligne. On discute, ça demande du temps. Donc, je pense que si on donnait d'une part plus d'un délai et d'autre part qu'on a une adresse email pour les échanges, comme Juliette l'avait suggéré, ça aiderait beaucoup. D'accord. Je vous enverrai, je prendrai votre mail et je vous enverrai toutes les possibilités que vous avez pour atteindre le questionnaire ou bien pour faire vos propositions directement à moi ou à Sally. D'accord, merci. Voilà. Merci. À bientôt et souvenez-vous, vous bientôt. pouvez réécouter ce séminaire, oui. Ce webinaire, vous pouvez le réécouter sur notre site ou le faire écouter à vos collègues qui n'auraient pas pu y participer. Merci. À bientôt.